Donc, présentez-vous dans le chat. Dites-nous sur quel territoire vous êtes situé. Alors, je pense qu'il y a du monde un peu partout. Et avant de commencer, on voudrait que tout le monde sache qu'il y a la traduction simultanée ce soir. Il y aura des présentations en anglais et en espagnol ce soir avec de l'interprétation en anglais, en français et en espagnol. On remercie grandement nos interprètes pour avoir rendu possible cet événement. Anna va expliquer en espagnol comment obtenir l'interprétation. Donc, pour l'interprétation, vous devez trouver l'icône du globe en bas à droite de l'écran. Mais si vous entendez me voir en français, c'est que vous avez déjà trouvé cette fonction et tout est bien et vous allez écouter l'interprétation. Raymond va l'expliquer en français. Bonsoir. Pour écouter l'interprétation, vous devez aller au bas de votre écran dans Zoom et cliquer sur le globe terrestre ou sur Interprétation. Et ensuite, choisir la langue. Dans ce cas-ci, ce serait le français. Et c'est tout. Et vous allez pouvoir entendre l'interprétation en français. Bonne soirée. Thank you, Anna and Raymond, and thank you very much again to all of our interpreters. Encore une fois, merci Anna et Raymond et les interprètes. Si vous avez besoin d'interprétation vers l'anglais, encore là, elle donne les mêmes instructions, mais cette fois en anglais. Sachez que cet événement est enregistré et que l'enregistrement sera envoyé à tous les courriels des participants qui seront inscrits et sera disponible aussi sur la page Facebook en live stream de la Via Campesina Amérique du Nord. Maintenant, au nom du collectif de l'agroécologie, les semences et la biodiversité de la Via Campesina Amérique du Nord, je souhaite la bienvenue à ce dialogue avec l'invité spécial Vijay Prashad sur l'organisation et la souveraineté alimentaire. On célèbre le 25e anniversaire depuis le sommet mondial où on a introduit le terme de la souveraineté alimentaire. 25 ans de lutte contre le modèle de l'agrobusiness et de solidarité, d'antiracisme. 25 ans de semer de planter les graines du futur dont on a besoin. On a ici plusieurs régions de la Via Campesina. Ici, on veut remercier, souhaiter la bienvenue à CLOC, qui est l'affilié de l'Amérique latine. Bienvenue à toutes les organisations membres de la Via Campesina, tous les alliés. Edgardo Garcia, qui vient du Nicaragua, il est ici. Il est membre du comité de coordination internationale, CCI, de la Via Campesina. Je vais présenter le panel. Veuillez accueillir Vijay Prashad, conférencier invité, directeur de l'Institut tricontinental pour la recherche sociale. Monica Castillo Romero, déléguée à la Via Campesina, articulation des jeunes de l'Amérique du Nord. Elle est de Puebla au Mexique et avec l'organisation UNORCA et elle travaille sur la création des jardins communautaires agroécologiques. Elle est en Chiapas en ce moment où elle assiste à une rencontre sur l'agroécologie. Il y a Freddy Congo aussi, qui est membre et activiste de l'Équateur, membre de longue date du CLOC et de la Via Campesina. Il est éducateur écologique à Unicamsur et aussi on souhaite la bienvenue à Joan Brady, membre du CCI de la Via, qui est co-coordonnatrice régionale
pour l'Amérique du Nord. Elle est productrice familiale sur la rive du lac Huron dans l'Ontario. Elle est membre du comité du CCI depuis 2017. On est très reconnaissant des contributions de Joan à notre région et à notre mouvement. Avant de donner la parole à Joan, je voudrais vous parler d'un peu de la logistique. Merci de vous présenter dans le chat comme vous êtes en train de faire et sentez-vous libre de poursuivre la discussion dans le chat pendant tout le webinaire. Si vous voulez poser une question à l'un des panélistes, veuillez poser cette question, non pas dans le chat, mais dans la section Q&A, questions et réponses. Vous voyez probablement ce bouton au bas de l'écran. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez pouvoir poser vos questions dans cette boîte-là. La séance est enregistrée. Et encore une fois, donc on va vous envoyer l'enregistrement après. Joan Brady. Salut. Je n'arrive pas à allumer ma caméra. Donc, je vais tout simplement parler. Peut-être que l'autre peut allumer la caméra pour moi. Je suis ravi d'être ici avec vous ce soir et de voir tous ces participants. Je vous souhaite la bienvenue de ma part et de la part de la région. Et on veut remercier à toutes et à tous pour ce que vous avez fait pour rendre possible cet événement. Spécialiste des communications dans la région, Niels, et d'autres personnes. Je voudrais aussi saluer les gens qui viennent des régions sœurs en Amérique du Sud, Amérique centrale, les Antilles et tous les membres des 10 organisations membres de l'Amérique du Nord. Tous les alliés et les gens qui veulent en savoir davantage. La Via Campesina est un travail pour la solidarité avec les migrants qui doivent traverser les frontières, les producteurs familiaux des communautés paysannes qui défendent leur eau, leurs terres et leurs semences. On peut être unis dans la diversité. Chez la Via Campesina, on dit qu'on partage la lutte. Les contextes sont différents, mais le système néolibéral est un oppresseur commun. La souveraineté alimentaire est une vision produite collectivement et enrichie dans les 182 organisations membres des 81 pays de la Via Campesina. C'est une vision d'une planète en santé et aussi un cadre de changement qui nous permet d'identifier ce qui ne marche pas et de trouver une vision pour un système alimentaire en santé, les valeurs qu'il faut pour le changer. L'agroécologie paysanne est notre chemin de l'avenir. Je voudrais remercier le People's Agroecology Process pour son travail depuis 2014. Plusieurs de nos membres en Amérique du Nord ont pu participer dans le processus pour l'enrichir et pour apprendre et porter ces expériences vers le futur. Nous sommes en train de former notre base en agroécologie pour pouvoir produire les aliments nécessaires et créer des mouvements résilients. En 2021, 5 organisations membres ont participé au premier cours avancé pour l'agroécologie des peuples. Ce mois, nous allons tenir 3 formations en agroécologie au Québec, en Floride et au Chiapas. Pour organiser ces rencontres, le collectif a invité 2 autres collectifs au groupe de travail avec lesquels on travaille au niveau régional et international.
le collectif sur les droits des paysans et le collectif pour la justice climatique se sont joints à nous, à notre collectif, pour créer un processus régional agroécologique. La formation a eu lieu et a terminé aujourd'hui avec 165 participants, avec des délégués des États-Unis et le Salvador, ainsi qu'un diplômé de l'Institut de l'agroécologie du Nicaragua. Les participants ont dormi sous la tente et ont étudié pendant 3 jours tous les aspects de ce domaine. Et surtout, ils ont appris à vivre ensemble, à coexister, à faire preuve d'unité dans la diversité. Monica va va nous raconter tout cela. Samedi et dimanche, l'Union paysanne du Québec va aussi tenir une rencontre de l'agroécologie pour fêter ses 20 ans d'existence comme organisation en lutte. Félicitations. Association of Florida will hold their third agroecological encounter with training processes in their community gardens for farm workers in 5 towns across the state. Congratulations to the farm workers. Félicitations aux paysans de Floride. Vous travaillez pour nos droits. Ces efforts sont les briques de notre mouvement et elles créent la solidarité. Ce mouvement et organise nos efforts. Nous voulons créer une organisation éducationnelle et ainsi faciliter les organisations politiques. Ce sont des pas que l'on entreprend pour encourager la solidarité. Nous invitons aux organismes qui luttent pour la souveraineté alimentaire de montrer la solidarité en action. J'espère que tout le monde va s'amuser ce soir et je te redonne la parole, Ella. Merci, John, pour l'introduction. Et c'était une très belle introduction sur la Via Campesina et son travail. Alors, maintenant, je voulais introduire mon amie Monica Castillo Romero de Mexico. Elle a passé les derniers jours à Chiapas, comme John l'a dit, et j'espère qu'elle va nous en parler. Monica, c'est à toi. Hola. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour à tous. Mon nom est Monica Castillo Romero, comme on l'a dit, et je fais partie de UNORCA du Mexique. Je suis dans l'État de Puebla et je travaille très localement et je voulais vous parler de mon expérience dans les derniers jours par rapport au 3e campement, le 3e campement national d'agroécologie. Et puis voilà. Selon mon expérience dans ce campement, qui s'est réalisé entre le 18 et le 20 octobre dans l'Université Emiliano Zapata dans l'État de Chiapas, je peux dire que l'expérience a été réellement incroyable. La connexion avec la nature, les montagnes, la nourriture, ça a été essentiel pour réveiller nos sens. Je voudrais mentionner des organisations qui ont été présentes dans l'événement. Je vais seulement mentionner quelques-uns. Donc, l'organisation d'Emiliano Zapata, les organisations indépendantes de Chiapas,
la coordination nationale de Ayala, Norca y a été, Unicam, il y a eu CODEP aussi. Ce sont quelques-unes des organisations présentes dans cet événement-là qui s'est fait à Chiapas et qui réellement nous a beaucoup apporté. Nous avons pu partager nos expériences, les expériences que nous avons vécues dans chacune de nos régions. La lutte et la résistance pour ne pas perdre notre autonomie, notre souveraineté sur la terre, la nourriture et les traditions à travers de ce campement. Nous avons eu l'opportunité de nous connaître à travers la Misica, notamment de la convivence, du contexte du local jusqu'à une forme internationale. Nous parlions de notre lutte, nos besoins, sur nos propositions à travers des dialogues. Et nous avons bien entendu partagé des formes de formation. Nous avons partagé les produits que nous avons faits dans notre marché. Nous avons fait des ateliers qui ont été très bénéfiques. Je vais en mentionner plusieurs. La construction, le contrôle biologique. Et je pense que cette convivence, cette forme de convivence présentielle nous a connectés de manière plus solidaire avec les gens, avec la communauté. Alors, je pense, pour pouvoir nous réapproprier de nos propres territoires, de la vie communautaire face à tous ceux et celles qui veulent s'accaparer de la nature de manière destructive. Écoutez également l'expérience de personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont utilisé des méthodes ancestraux, a été très bénéfique. Tout comme entendre les jeunes qui veulent poursuivre le travail et la conservation de ces traditions, de ces pratiques, afin d'améliorer notre système alimentaire et notre vie solitaire. Alors, personnellement, je crois que c'était un événement incroyable. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce campement, cet événement de la Via Campesina. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Merci. Thank you, Monica, and we will Merci, Monica. On retournera à toi plus tard. C'est très important dans ce monde de Zoom de pouvoir ancrer nos conversations sur les réalités en présentiel. Notre prochain invité est Freddy Congo. Il fait partie du comité de coordination internationale, le ICC, pardon, le CCI. Depuis 2016, il vit au Mexique comme un éducateur agriculture à l'université à Morelos, ainsi que dans la communauté qui forme cette commune. Alors, Freddy, c'est à toi. Bonjour, bonsoir. Je suis heureux de pouvoir partager cet espace avec mes confrères et consoeurs de la Via Campesina. Pour nous, c'est important de partager cette expérience. Aussi, j'ai partagé avec Monica et d'autres camarades pendant cette expérience de 3 jours du campement. Et je voudrais saluer et remercier ceux qui ont pu faire qui ont mis de l'avant cet espace et d'avoir la possibilité de comprendre comment bouge la situation politique, comment bouge le capital au niveau international et le lien avec le mouvement social et paysan, et que la VIA ait la possibilité d'établir des actions stratégiques contre le mouvement néolibéral et capitaliste
ainsi que de faire des activités comme dans le campement de formation, de discussion populaire à travers l'Amérique du Sud et d'autres actions de mobilisation et d'action. Je crois que ce sont des clés à ce que nous voulons faire. Ce que Vijay va dire plus tard est fondamental et ces conversations que nous avons eues ici, ça amplifie la nécessité de pouvoir avoir accès à la clarité de ce que représente notre mouvement, ainsi que les processus formatifs qui se font en ce moment, en plus de l'importance de fortaliser l'importance du mouvement paysan. En ce moment, c'est un défi pour le mouvement paysan. Nous devons repenser notre manière d'agir et comment, à l'intérieur de nos organisations, on peut démocratiser la structure même de nos organisations. Comment est-ce que les femmes et les jeunes auront leur voix, les enfants aussi, les enfants auront l'opportunité de générer le combat du futur. L'analyse que l'on a fait est de pouvoir comprendre ces réalités et ces défis que nous avons. Et dans le futur, j'espère pouvoir commenter sur plus de choses comme celle-ci. Je salue à tous ceux qui sont ici dans la réunion. Merci beaucoup. Merci, Freddy. Finalement, je vais introduire Vijay Prashad. C'est un journaliste et historien connu et c'est le dirigeant du Tricontinental Institute of Social Research. Il est un grand ami de la Via Campesina. On est très chanceux de l'entendre aujourd'hui. Donc, son titre aujourd'hui, c'est sur la souveraineté alimentaire et l'organisation. Il va parler pendant à peu près 30 minutes et ensuite, on va inviter nos invités à nouveau afin de discuter et de répondre à des questions que vous avez. Alors, pendant que Vijay parle, je vous encourage d'écrire les questions que vous avez dans le chat et nous pourrons réouvrir ces questions dès que ce sera possible. Vijay, c'est à toi. Merci de m'avoir invité. Merci à Nils, à Ayla, Joe, Monica, Freddy. J'ai hâte à la conversation qui va suivre. Je suis ravi d'être ici avec la Via Campesina Amérique du Nord. Ce mois, nous avons lancé l'Assemblée internationale des peuples. C'est un réseau d'environ 200 mouvements politiques et sociaux. Nous sommes ensemble depuis 2015 pour créer une nouvelle sorte d'internationalisme. Il est important que la VIA fasse partie de ce réseau. Comme vous savez, l'Institut tricontinental est aussi un partenaire de l'Institut. Il y a 3 volets, le réseau de l'éducation politique, les médias populaires et nous sommes le réseau des instituts de recherche. J'espère que vous allez suivre le IPA sur tous les sites des médias sociaux et à amplifier toutes les idées qui sont élaborées à l'IPA. Une tentative très sérieuse pour rebâtir l'internationalisme dans le 21e siècle à partir de la base. C'est un mouvement, c'est un internationalisme entre mouvements. Ce n'est pas un internationalisme étatique, mais c'est une tentative qui
vise à créer un internationalisme à partir de la base. Je vous incite à à vous impliquer dans ce mouvement. Niels va mettre les liens vers 2 textes produits par l'Institut tricontinental, dont je suis le directeur. Le premier texte porte sur le climat. C'est un texte important qui s'appelle One Earth, une seule terre, le slogan du mouvement pour le climat. Il y aura la COP26 à Glasgow à la fin du mois. Je serai à Glasgow justement pour cet événement et j'ai hâte d'être là pour manifester et pour dire au gouvernement que nous n'accepterons plus l'approche capitaliste pour la destruction de la planète. Ensuite, il y a un deuxième texte qui s'appelle Un monde sans faim, A World Without Hunger, produit encore là par l'Institut tricontinental pour la recherche sociale avec l'Assemblée internationale des peuples, avec un apport de la Via Campesina. J'aimerais bien que vous étudiez ce document qui est disponible en plusieurs langues et je vais parler un peu de ce texte. Tout ce que je vais dire est disponible dans l'alerte rouge que Niels vient d'indiquer dans le chat. Je vais parler de 4 choses. D'abord, je voudrais remercier les interprètes pour me traduire et j'espère que je ne vais pas parler trop vite. Je vais faire de mon mieux. Et je vais même ralentir un instant. 4 points. Le premier point est évident pour tout le monde parce que nous refusons l'idée que la faim est l'état normal des choses. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Ça ne fait pas partie de la vie des êtres humains. On peut éliminer la faim dans le monde. Et le FAO a publié un document qui indique que ce sont 2,7 milliards de personnes qui ont faim, dont beaucoup en Inde. Donc, je suis très sensible à cette question de la faim. Le tiers de l'humanité a faim. Le FAO, en 2014, en passant, toutes ces données sont disponibles dans l'alerte rouge que vous trouvez, dont le lien se trouve dans le chat. Je ne fais que représenter ces données. Téléchargez ce document, il vous sera très utile. Comme le FAO a dit récemment que le tiers de l'humanité a faim, en 2014, ça fait donc 7 ans, le FAO a dit que des quantités suffisantes d'aliments sont produites. Ne parlons pas de la qualité de l'alimentation, mais des quantités suffisantes sont produites par le système alimentaire actuel pour nourrir de 12 à 14 milliards de personnes. On dit qu'il y a un peu moins de 8 milliards de personnes sur la planète, mais le FAO dit qu'en fonction, basé sur le système alimentaire actuel, qui est brisé selon moi, on peut nourrir presque 14 milliards de personnes. On peut nourrir 2 fois le nombre de citoyens de la planète Terre qui sont là déjà. C'est toute cette idée de la surpopulation. Tout ça, c'est des balivernes. On a assez de nourriture pour nourrir tout le monde, même si cette nourriture est produite par un système alimentaire brisé, la qualité n'est pas très bonne. Mais comment se fait-il que le tiers du monde a faim? Ce n'est pas une question de pénurie ou de surpopulation. C'est que ces gens n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas acheter de la nourriture. Alors, pourquoi n'ont-ils pas de l'argent dans leur poche? Parce que le système capitaliste a produit une façon
d'accumuler le capital en déplaçant des masses qui ne sont plus nécessaires à l'accumulation capitaliste. Il y a de plus en plus de personnes qui sont traitées comme du surplus, des gens dont on n'a plus besoin selon le système capitaliste. On n'a plus besoin de les nourrir, de leur offrir un abri, de l'éducation, du loisir, de la culture. Le système capitaliste ne veut rien savoir d'eux. C'est une population de surplus, excédentaire. Et donc, aux yeux du système capitaliste, il est acceptable qu'ils vivent, qu'ils dorment en dessous des ponts, qu'ils traversent comme des fantômes les frontières, désespérés pour obtenir des miettes. C'est acceptable pour le système capitaliste. Justement, ils produisent ce système, cette population excédentaire. Et parce que ces gens n'ont pas d'argent, ils sont libres de mourir de faim. Ils ont la liberté de mourir de faim. C'est la première chose que je veux dire. Le tiers des gens ont faim parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nourriture et ils n'ont pas d'argent parce que le système les a traités comme sans rapport, non nécessaires. Le libéralisme, la façade, la cicatrice du libéralisme s'est estompée et on voit maintenant les blessures ouvertes du capitalisme. Mais je ne parle pas des favelas du Brésil ou de l'Inde. Je dis qu'en Amérique du Nord, il y a de plus en plus de personnes qui ont faim, qui dorment dans la rue. Les blessures du système, les suppurantes du système sont tellement visibles maintenant. On pourra en dire davantage un peu plus tard. Mais deuxième chose, je vais changer un peu. Ouais. Deuxième point. Nos mouvements se sont réfugiés dans une certaine théorie, la théorie du local versus le mondial, versus le coopératif. Il y a de la valeur dans le local comme antithèse du mondial et du coopératif, parce que ces deux autres niveaux semblent si puissants, si dangereux. Mais on ne peut pas se permettre de vivre qu'avec du local, parce que le local, ce n'est pas toujours un paradis. Quand on regarde, par exemple, les terres agricoles de l'Inde, il y a des fermes absolument patriarcales qui existent au niveau local. Ce n'est pas le paradis toujours. Hein. Notre travail est complexe. On ne peut pas dire que parce que c'est local, c'est libre. Sans comprendre que même au niveau local, il peut y avoir des hiérarchies qui sont horribles. C'est la première raison pour laquelle je voudrais qu'on questionne, qu'on interroge le local. Parce que souvent, dans nos mouvements, on dit que le local, c'est ce qui nous sauvera du système capitaliste. Il y a une autre raison pour laquelle le niveau local est limité. Et c'est que nous avons besoin de systèmes commerciaux d'échange. Parce que nos régimes doivent être enrichis par différentes formes d'échange entre les différents pays. Parce que vous allez voir, je vais parler de l'État lors du troisième point. Donc, il faut parler de l'internationalisme
qui tourne autour du peuple. Il faut songer à l'ordre international que l'on veut construire. Il faut voir si on peut construire un ordre international avec une empreinte de carbone plus faible. Est-ce qu'on peut faire un ordre international qui n'est pas basé sur les pratiques hideuses des usines de viande? Parce que se tourner vers le local ne sera pas toujours possible pour tout le monde. Avec le réchauffement planétaire, au fur et à mesure que l'agriculture devienne de plus en plus difficile dans certaines régions, il faut songer à des formes d'échange international agroécologique et juste. On ne peut pas permettre que ces discussions sur les échanges se fassent pas seulement parmi les élites. Il faut construire nos propres formes pour pouvoir déplacer les aliments santé d'un endroit à l'autre. Donc, je vais parler du local. Deuxième point, c'est est-ce que le local, c'est le summum? Ou est-ce qu'on devrait imaginer autre chose? Un ordre d'échange des aliments international basé sur des formes de l'agroécologie, basé sur des formes de paysans autonomisés, basé sur des formes qui permettent une empreinte de carbone plus faible. Est-ce qu'on peut arrêter de penser ou commencer par le régionalisme agroécologique pour ensuite passer à une échelle plus élevée? Je ne veux pas permettre que les élites capitalistes pensent à un niveau plus élevé et ensuite c'est à nous d'occuper seulement le local. On ne peut pas permettre qu'ils définissent l'ordre des choses. C'est mon deuxième point. Troisième, je veux parler des marchés. Le mot marché est un mot qui est honni comme le domaine du capitalisme. Mais tout échange de biens crée un marché. Si on fait du troc, si je te donne un sac de pommes de terre et tu me donnes du sel, c'est du troc. On vient de créer un marché. Les marchés en tant que tels sont neutres ou assez neutres. On fait le troc, on vend des choses, on fait des échanges, on offre des cadeaux. Et chacune de ces opérations crée un marché. Et avec la complexification des transactions, les marchés deviennent complexes. Mais ce n'est pas tous les marchés qui sont capitalistes. Il y aura des marchés après le capitalisme, il y en a déjà eu avant. Qu'est-ce que ce serait un marché socialiste? Qui définit les règles d'un marché socialiste? Quand des producteurs amènent leurs produits pour les vendre, qui définit le coût de ces produits? Qui devrait penser à ça? Le troisième point que je voudrais amener, c'est on devrait vraiment se poser la question, mais quel est réellement le côté capitaliste du marché? Les grandes compagnies de ce monde, ils mettent des prix sur le marché parce que ça leur bénéficie. Le prix de vente dans les marchés locaux, d'une manière ou l'autre, c'est une réponse capitaliste qui domine le marché. Ce sont eux qui décident quel est le prix. Et les coopératives et les vendeurs à petite échelle n'ont pas la possibilité de donner ces prix. Alors, ils doivent suivre ce qui Il est important pour nous de commencer à imaginer d'autres formes d'échange. Comment est-ce qu'on peut échanger les choses à grande échelle? Et la dernière chose que je veux mentionner,
c'est la question de l'État. L'État est une institution importante pour nous. À chaque fois que nous avons un territoire important, nous devons implémenter des institutions qui sont reliées ou pas à la démocratie des gens. Par exemple, l'Amérique du Nord, par exemple, Canada, c'est très grand, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vivent, mais c'est énorme. C'est un territoire énorme et donc nous avons besoin d'institutions qui sont plus grandes que le local. Quelqu'un doit construire un idéal d'une institution juste et ensuite ils vont réfléchir à quels vont être leurs règlements pour les marchés, là où il y a des échanges, là où les producteurs viennent. Sur quoi est-ce qu'ils se basent pour créer ces marchés? Présentement, la valeur est définie et déterminée par le système capitaliste. Ça définit la valeur. Ça définit aussi ce qui n'a pas de valeur, ce qui a un prix zéro, ce qui est donné pour le système capitalisme. Il y a un point zéro pour le prix. Qui décide ces valeurs? Qui produit ces valeurs dans le système? Ce n'est pas fait à petite échelle, c'est à grande échelle. Vous devez penser sérieusement à ça. Ce qui nous introduit au terme central. Un d'entre eux vient de la Via Campesina et l'autre de l'organisation. Et je sais qu'il y a un débat entre le FAO par rapport à la sécurité alimentaire et la Via Campesina. Il faut changer le point de vue que nous avons sur la sécurité alimentaire. Initialement, dans les années 70 et même avant, la façon comment on introduisait ce mot, l'argument était qu'un État est obligé d'éliminer la faim. Aussi simple que ça. Les États doivent avoir une forme de politique qui élimine la faim. Plus tard, certains groupes ont défini la sécurité alimentaire par l'État qui doit considérer la nourriture par rapport à d'autres États. Et là, il y a beaucoup de débats qui ont poursuivi la conversation. Mais je pense qu'on ne devrait pas perdre cette définition initiale. Donc, d'un côté, nous devons reconsidérer la responsabilité de l'État. Je ne parle pas juste de la faim, mais aussi de la production alimentaire. Donc, se rappeler de l'idée que l'État doit éliminer la faim et que c'est sa responsabilité. Lorsque l'idée de la souveraineté alimentaire a d'abord été soulevée par la Via Campesina, l'idée était très importante. Et on voulait redonner l'importance aux producteurs alimentaires. Les paysans, les travailleurs agriculteurs doivent avoir un mot à dire dans le système capitaliste. Ils devraient définir la nature de la production, même dans un système capitaliste. Voici l'argument qui avait été fait. Que toutes ces personnes doivent avoir quelque chose à dire dans le processus. Et il y a eu une discussion par rapport à l'organisation des travailleurs. C'est en fait une organisation faite de trade unions et des États. C'est très bien fait par la Via Campesina.
C'est aussi une organisation qui organise les producteurs de nourriture et qui les mène à discuter et à faire partie de la conversation au niveau international. On doit s'assurer que les producteurs fassent partie de la conversation directement et non pas indirectement. Mais je ne pense pas que la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire soient des concepts qui soient en conflit. Je pense que les deux vont ensemble. Ces deux termes, en fait, sont mutuels. Dans les dernières 10 minutes, je voudrais parler des 3 points qu'on a parlé dans l'alerte rouge et j'espère que vous allez les étudier, nous écrire par rapport à ça, nous dire si vous êtes d'accord ou pas, tout ce que vous voulez. Au Comité international de recherche tricontinentale, on aime ouvrir les conversations. Alors, 3 points importants que nous avons discutés à la fin étaient les suivants. Le premier, vous ne pouvez pas avancer un agenda, même si on ne parle pas de révolution, on ne peut pas parler d'un système avec l'être humain au centre si on ne donne pas de pouvoir aux gens, au peuple. Donc là, on parle de réforme agraire. On doit le garder dans les thèmes importants. On parle de production appropriée, de processus collectif d'agriculture. On parle de gouvernement à l'intérieur même des régions rurales. On parle de toutes ces choses-là, vous savez. Donc, de maintenir les systèmes et de les renforcer pour les paysans, c'est essentiel. On a parlé de réduire la faim, l'importance de la nourriture, que la nourriture soit... Les gouvernements doivent donner la nourriture aux enfants dans les écoles. Ça ne devrait pas être un problème. Ça devrait être un fait. On ne peut pas étudier en ayant faim. Alors, on parle de... voilà. Et le deuxième point, c'est la rémunération du secteur agraire. Les paysans ne devraient pas être payés aussi peu. Vous savez ce qui s'est passé, par exemple, avec les poulets en Haïti. Ça, c'est la réponse à quand on ne répond pas à ce type de situation. Et le troisième point, d'expandre le rôle des producteurs agraires. Créer des politiques pour les prix. Je ne vais pas prendre trop de temps. On a parlé de, vous savez, des choses qui sont très évidentes pour vous ici. Des questions qui doivent absolument être sur la table. Plus de 10 millions d'Indiens font partie de ce qu'on appelle le Deadly Commune. Allez regarder ça. Pourquoi est-ce que les fermiers indiens, pendant toute cette année, en général, c'est parce qu'ils sont dans une
une lutte existentielle. Ils luttent pour leur existence parce que l'agriculture n'est plus rémunérée. Presque 300 000 fermiers ont commis le suicide dans les derniers 25 jours, pardon, dans les dernières 25 années. C'est beaucoup de suicides dans les derniers 25 ans. C'est incroyable. C'est la rémunération des paysans est une recette pour le suicide. Et ils savent que ce sont des choses qui doivent changer. Et ils ont des idées. Et la dernière chose est de lutter et de manière démocratique. Nous avons besoin de la participation démocratique. Les règles sont faites pour nous. Maintenant, les pays qui sont avancés dans le capitalisme sont en train de créer toutes les lois. En Corée du Sud, il y a des règles qui ne sont pas juste pour les producteurs. On n'entend pas sur ce qui se passe en ce moment. Les fermiers capitalistes en ce moment en Amérique du Nord, ça augmente les taux de suicide en Inde en ce moment. Ce n'est pas transparent non plus ce qui se passe en ce moment. Ils disent que ce sont des secrets économiques. Non, ce n'est pas vrai. Ils veulent seulement qu'on ne fasse pas partie de ces mouvements-là. Ils ne veulent pas qu'on s'implique. During the pandemic, when vaccines and the question of vaccines are on the table and vaccine patents needing to be lifted. If this is so in pharmacy, it is so in agriculture. So many developments, modern developments in agriculture are hidden behind patent rules, which means rent collecting capitalist firms. Donc, il n'y a pas d'innovation, les gens ne peuvent pas innover. Je me souviens quand W.R. Grace, l'entreprise américaine, a décidé de breveter l'arbre du Nîmes en Inde. C'est ridicule, c'est un arbre du patrimoine de l'Inde, un arbre qui devrait être donné librement à n'importe qui. Grace a essayé de breveter Nîmes, qui produit des brindilles avec lesquels que l'on utilise comme brosse à dents. On voulait breveter Nîmes pour pouvoir percevoir des redevances. Qui peut contrôler les brevets? Qui peut décider qu'est-ce qui est brevetable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout cela se trouve dans l'alerte rouge. Je m'en sers de cette plateforme pour partager avec vous un peu nos idées collectives chez Tricontinental sur ce qu'il faut faire, sur les luttes, les batailles devant nous, difficiles, les batailles internationalistes qu'il reste à livrer. Merci beaucoup. Merci, Vijay, de ce discours très intéressant. Je vois qu'il y a des questions déjà dans le chat. Pardon. Non, pas dans le chat. Mettez vos questions dans la Q&A. Boîte à questions. Première question de Brian. Vijay, tu peux commencer avec une piste de réponse. Ensuite, Monica pourrait intervenir. Est-ce que tu peux nous donner des exemples
de toutes ces choses qui doivent exister, comme par exemple des marchés non capitalistes. C'est tellement important pour le travail de la Via Campesina. Ça nous permet d'apprendre de l'un de l'autre. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ces marchés non capitalistes, ces relations d'échange justes, ces mesures de sécurité alimentaire, la gouvernance efficace? Donc, il s'agit, au lieu de lutter, comme on continue de lutter, comment est-ce qu'on peut passer à la création du nouveau, du neuf? Je vais continuer à vous référer à nos documents. On a produit beaucoup de documents. Dans le chat, je donne un lien sur la lutte des agriculteurs en Inde. C'est un texte incroyable qui a été produit par les services de recherche de Tricontinental à Delhi sur les revendications des agriculteurs. L'autre texte dont je veux vous donner le lien, c'est un rapport sur l'abolition de la pauvreté absolue en Chine, produit par notre équipe en Shanghai. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur ce qui concerne la Chine. Mais quand on parle de la sécurité alimentaire, c'est le seul pays qui a éliminé la pauvreté absolue. Donc, ça veut dire éliminer la faim. L'autre endroit où on peut voir cela, c'est au Brésil. Je parle à grande échelle. Pendant le mandat de Lula, le programme Zéro faim était incroyable, reconnu par le FAO. La FAO. On a vu donc pour la première fois un déclin, une réduction de la pauvreté parce que l'État a accéléré le transfert des biens. L'exemple de la Chine est aussi très intéressant parce qu'à une échelle énorme, 1,4 milliard de personnes, ils n'ont pas éliminé la pauvreté par le transfert des revenus. Ils ont transférer d'autres biens sociaux. Par exemple, lisez ce texte parce que vous allez le voir en détail et cela parle beaucoup de la faim. Parce que quand on parle de la pauvreté, l'aspect le plus pressant, c'est la faim. Ce n'est pas les autres objets, c'est la faim. Parlons des autres envergures de lutte. J'ai été beaucoup au Venezuela pour examiner la situation de ce pays parce qu'avec toutes ces sanctions contre le Venezuela, il est devenu impossible pour ce pays d'importer de la nourriture. À cause de sa dépendance sur le pétrole, le Venezuela avait assez d'argent pour importer de la nourriture et ça a détruit le régime alimentaire des Vénézuéliens. Chavez disait que les Vénézuéliens mangent comme les Nord-Américains. On mange des pâtes alimentaires, on n'en produit pas, mais on en importe en quantité industrielle. Quand est-ce qu'on va manger ce que nous produisons? Donc, avec Chavez, on commençait à produire des céréales locales. On essayait de faire changer les goûts des Vénézuéliens. Une fois que l'on est passé déjà aux produits archi-transformés, comme si on commence à utiliser la cocaïne, du coup, on n'a plus envie de mâcher des feuilles de coca. Alors, donc les gens disaient, non, qu'est-ce que c'est que ça, là, ces céréales? Je veux mes pâtes blanches. Chavez faisait des blagues, mais Venezuela n'a pas pu vraiment avancer là-dessus. C'était un très petit mouvement, mais pendant cette période, au sommet des sanctions, ils ont été obligés à innover. Et je trouve cela très intéressant ce que les communautés font au Venezuela. On essaie de donner le pouvoir direct aux producteurs, démocratie, et d'essayer de de lancer la souveraineté alimentaire au Venezuela. C'est quelque chose qu'il faut étudier.
On a vu des expériences. Par exemple, au Burkina Faso, sous le règne de Thomas Sankara, où on donnait le pouvoir aux producteurs et des productrices surtout. Et ça, c'est un point important que l'on présente très souvent. En Inde, par exemple, le gouvernement n'a pas reconnu les agricultrices comme agriculteurs. Ils les ont vues comme des femmes d'agriculteurs et donc ils n'ont pas adopté des politiques qui avaient un effet positif pour ces femmes. Comme pourcentage, il y a plus de productrices que de producteurs. Dans des zones rurales, environ 55% des hommes dans les régions rurales travaillent dans l'agriculture, mais c'est 73% des femmes. Donc, il y a plus de productrices que de producteurs. Et pourtant, elles sont oubliées. Il faut les autonomiser, il faut leur donner du pouvoir. Il faut chercher des exemples un peu partout. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas d'étalon d'or. Je dis souvent lors de nos réunions de tricontinentales que le futur ressemblera beaucoup à ce que l'on fait aujourd'hui. On essaie de produire le futur, on n'essaie pas de se débattre avec le présent. Il faut juste penser à plus grande échelle. Merci. Il y a beaucoup d'exemples que l'on peut lorgner. Et il y a toujours le défi de les adapter ou de les mettre à l'échelle. Monica et Freddie, est-ce que vous auriez des commentaires sur la création d'alternatives? J'ai l'impression que Monica et Freddie, vous êtes impliqués dans ce processus depuis quelques jours. Vous travaillez pour mettre l'éducation agroécologique à l'échelle. Freddie, est-ce que tu voudrais aborder ce point? Oui, j'avais remarqué cette réflexion sur cette question utopique nécessaire proposée par Vijay, que le mouvement des paysans doit se projeter vers des échanges plus mondiaux de la production agroécologique. C'est intéressant. Mais la question posée par Elisabeth représente un peu un défi. En quoi l'action politique de la production des aliments par le mouvement des paysans du monde et démanteler toutes ces fausses idées sur la surpopulation et tout ça. Donc, pour reformuler la question, quel devrait être le rôle du mouvement paysan du monde pour garantir, assurer la production d'aliments santé agroécologique suffisant pour nourrir la population? Et depuis 3 jours ici à Chiapas, on réfléchit à la production des aliments pour toute la population, non pas pour l'élite. Parce que produire agroécologiquement, souvent, on produit pour des gens qui ont l'argent. Il faut mettre en doute cette question. Et j'aime la proposition de Vijay, donc, cette production agroécologique qui répond aux besoins locaux. Sí, cosas que no puedas producir a 3000 metros de altura, las llevas de lugares donde sí se puedan producir. On ne peut pas produire, par exemple, les mêmes aliments en hauteur que dans la plaine.
Donc, des échanges, absolument, il faut les cultiver, mais comment? Merci, Freddie. Monica, est-ce que vous auriez un mot à dire là-dessus? Oui, j'y suis. Et je pense que ce que Freddie vient de dire est tout à fait vrai. On avait fait une réunion pour débattre un peu de ce thème de comment garantir les aliments sains pour les gens et comment aussi il devient difficile pour les paysans acheter leur propre production parce que c'est des produits de luxe. Comment les paysans peuvent-ils avoir accès à ces aliments quand c'est seulement l'élite monétaire qui peut se les procurer? Et la solution que nous avons trouvée est que le plus efficient était de travailler par le biais du troc. Donc, faire le troc et tout ce qui dépasse, on le vend. Ce serait intéressant de réfléchir à ce que Freddie vient de dire, la question des produits et des marchés. C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Merci, Monica. Freddie, est-ce que tu avais un autre mot à dire, Vijay? Alors, Vijay, je te redonne la parole pour répondre un peu aux commentaires de Monica et Freddie et peut-être aussi pour répondre à la question des échanges. La question est, pourquoi devrait-il y avoir autant d'échanges d'aliments? Pourquoi n'est-il pas suffisant de produire localement et ensuite d'importer seulement certains produits? Bon, je veux réduire l'empreinte de carbone, absolument. Mais il faut comprendre l'histoire dans laquelle on vit. Voici les considérations. Bon, nous avons toute une histoire de colonialisme qui a absolument détruit les systèmes alimentaires autochtones et les régimes aussi alimentaires. La culture, les gens se sont habitués à manger autrement. L'Europe a eu un impact énorme, les États-Unis aussi, depuis un siècle. Et maintenant, et encore aujourd'hui, ont eu un impact énorme sur les régimes alimentaires. La consommation accrue de viande, par exemple, est quelque chose qu'il faut faire, maintenant, on voit que plus les gens s'enrichissent et plus ils veulent manger de la viande. C'est une théorie qu'on entend souvent. Ça a à voir avec l'impact du colonialisme dans nos systèmes alimentaires. Ce n'était pas le cas il y a 500 ans. Ils mangent d'une façon très différente. C'est pour ça qu'on parlait, qu'on disait, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas nos grains complexes? Je pense que les grains complexes sont plus mangés dans les parties du monde riche avec des hipsters. C'est les riches qui ont qui ont envie de manger des grains complexes. Les diètes sont mutilées par par le système. Et le deuxième point que je veux faire, c'est que le système alimentaire actuel, le plus la nourriture
le moins la nourriture est compliquée, c'est les pauvres mangent la nourriture la moins saine, en fait. C'est relié à la question de colonialisme, mais c'est ancré dans comment est-ce que le système alimentaire fonctionne. Donc, ça bouge sur de longues distances et procédés, et puis le prix est moins cher. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, regardez la production. Si on le produit à une très grande échelle, et puis, eh bien, le prix est réduit tout simplement. Et on retrouve de la nourriture qui est beaucoup moins chère parce elle est procédée de manière sur une grande échelle. La troisième chose, c'est que le climat joue un rôle important. En Afrique, on souffre de la désertification. Le Sahara, il descend dans le sud. Et ça crée beaucoup de problèmes. Les médias ont dit que c'était un conflit chrétien et arabe, mais en fait, ça avait à voir avec la désertification. Dans le Sahara descend très rapidement vers le sud. Alors, les militants essaient de faire pousser la nourriture alors qu'il n'y a pas d'irrigation possible. Beaucoup de gens qui décident de rentrer, qui essaient de rentrer en Europe, qui abandonnent leurs terres parce qu'il n'y a pas de possibilité d'irriguer. Alors, c'est très important d'avoir l'assistance de nouvelles types de sciences. Comment est-ce qu'on va garder l'eau dans la terre? Les gens dans cette région du monde souffrent d'inondations. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces inondations lorsqu'il n'y a plus d'eau? Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser des idées pour régler ces problèmes? Ces événements climatiques très difficiles et dangereux ont un impact sur les fermes partout dans le monde, et c'est pourquoi ils ont un impact sur les systèmes alimentaires dans le monde aussi. Dans des endroits comme Mali, Burkina Faso, et ils ne reçoivent pas la nourriture dont ils ont besoin à cause de ça. Donc, je comprends qu'il faut réduire euh, l'empreinte de carbone, mais il faut engager avec l'histoire du capitalisme et de la destruction de la qualité de la nourriture qui est disponible pour les gens et qui doivent euh, vivre avec les impacts des changements climatiques. Ce ne sont pas des conversations séparées. Ça font partie de la problématique, toutes les deux. Oui, exactement, merci. Il y a une autre question ici de Paula qui a un peu lien avec ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez des critiques, suggestions par rapport aux actions de la Via Campesina? Plus spécifiquement, comment est-ce qu'on peut concentrer nos efforts? Nous sommes des camarades ensemble. Ce n'est pas pour moi de dire quoi que ce soit sur la Via Campesina et ce que vous faites. Je ne fais que faire des réflexions. C'est à vous de décider si ces réflexions sont appropriées à votre travail politique que vous faites et organisationnel. Je ne suis pas une de ces personnes qui essaient de dire quoi faire. Ce n'est pas comme ça qu'on crée la solidarité et le mouvement. Ce n'est pas mon rôle de dire quoi faire. Je veux simplement poser des questions et des réflexions sur la table
et expliquer ce qu'on a pensé dans mes organisations avec le tricontinental par rapport à la souveraineté alimentaire. Je ne pense pas que je peux vous dire cela. Oui, je suis d'accord. Si, de toute façon, généralement, quand on vous dit quoi faire, ils n'ont pas raison. La prochaine question est par rapport au... Et je pense que vous allez avoir une réflexion par rapport à ça. Lorsque vous parliez de la question de l'État plutôt et de reconsidérer l'État pour nos besoins, lorsqu'on est aussi habitué d'être dans un État impérialiste, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'État et beaucoup de gens ont tendance à être anti-État, anti-gouvernement. Et je ne pense pas qu'ils veulent parler de ces questions-là. Est-ce que vous avez des idées sur comment est-ce qu'on peut engager ces conversations pour... voilà. Je suis un marxiste de l'ancienne génération sur ce genre de choses. J'ai entendu de Al Sharpton. Il était dans le processus démocratique pour être président et je regardais le débat en 2004 lorsqu'il était démocrate. Pourquoi est-ce que tu fais le... Pourquoi est-ce que tu essaies d'être un démocrate? Je lui ai demandé. Alors, il a dit, mais... Et j'ai toujours aimé sa réponse. Peut-être que plusieurs d'entre vous ne savent pas que le Parti démocratique, le symbole est un âne et l'autre partie est un éléphant. Et il a dit, je vais monter cet âne aussi loin qu'il ira. Donc, vous vivez dans un système, peu importe où vous vivez à l'intérieur d'un pays. Et cet État a des principes pour votre bien-être. Je ne suis pas un idiot, vous savez. En principe, un État est commis à vous. Et les États-Unis et le Canada, par exemple, dit qu'il est très libéral, mais en fait, le Canada vend des armes à des gens avec qui je ne voudrais pas parler. Le Canada et les États-Unis, ils disent qu'ils veulent éliminer la faim, mais les gens, alors, ils doivent se lever et dire où sont les actions. Ces demandes doivent être faites. On ne peut pas simplement dire que l'État n'est pas important, on va faire notre travail de notre côté. Alors, dans cette situation-là, ces personnes refusent leur propre pays et deviennent des résisteurs. Vous devez demander à l'État, vous demandez des réformes. Il faut leur demander les choses qu'ils n'ont pas encore faites. Est-ce que c'est possible d'éliminer la pauvreté? Ben, ça vaut la peine de demander au gouvernement. Mettez les thèmes sur la table. Il faut qu'ils sachent que leur État ne sont pas capables d'enlever la pauvreté complètement. Vous pouvez appeler la Chine ce que vous voulez, mais eux, ils l'ont fait. Donc, j'étais à Santa Monica, les communautés riches, il y a des légions de personnes qui vivent sous les ponts là-bas. Et j'étais horrifiée. Et j'allais à Seattle et j'étais sur une
sur une rue, sur le côté droit, il y avait des tentes et des tentes remplies de personnes qui n'ont pas de maison. Et à gauche, il y avait plein de commerces. Seulement parce que seulement parce que c'est un pays capitaliste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de demandes socialistes qui peuvent être faites. Il faut les faire. Il faut montrer au reste du monde. Vous savez, vous n'avez pas fait la demande à l'État ridicule. Il faut faire ces demandes. Oui, exactement. Merci. Nous avons une dernière question et ensuite nous aurons quelques minutes. Laura Léa a une bonne question. Elle dit, une des demandes que nous avions à Seattle était je comprends la demande de séparer Est-ce qu'on peut décoloniser sans Donc, la réponse courte est non. J'ai dit que nous avions trois. Bon, il y a la colonisation des systèmes alimentaires et ensuite il y a les changements climatiques. On ne peut pas avoir. Ensuite, il y a le capitalisme. L'anticolonialisme doit aller de pair avec l'anticapitalisme. Mais dans le système des Nations Unies, nous avons des alliés très importants. En 2010, le rapporteur spécial sur l'alimentation a écrit un rapport très important contre la spéculation financière dans les marchés alimentaires. Le rapport est très important et doit être circulé plus souvent, doit être utilisé dans nos systèmes. On doit faire attention. Il faut faire la différence entre l'utilisation des aliments comme marchandises et la spéculation. La plupart d'entre nous vivent sous le règne du capitalisme. L'alimentation, le système alimentaire est marchandé. On ne peut pas fermer ses yeux à cette réalité, mais on peut quand même essayer d'exclure le capitalisme spéculatif de ces marchés. Aux États-Unis, c'est toute une histoire qui dure depuis un siècle. La bourse de Chicago a été créée pour englober, pour encadrer la spéculation dans les marchés alimentaires, mais il faut donner des crédits aux producteurs. Parce que quand on fait de l'agriculture, le crédit est essentiel. On ne peut pas. Qui a le capital pour attendre des mois et des mois avant la récolte? C'est le contraire de ce que le capital fait. Le capital, on le met à la banque et il va gagner des intérêts. Pour les agriculteurs, c'est le contraire. On doit emprunter du capital et on le met dans le champ. Et il demeure là pendant 6 mois avant d'obtenir un revenu. Il n'y a pas de liquidité, donc il nous faut du crédit. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas du financement en agriculture, mais ce qu'on ne veut pas, c'est la spéculation en agriculture. Et je pense que le rapport spécial a été a écrit des choses très probantes là-dessus. L'Inde, depuis avant 1990, avait un excellent système bancaire rural qui a été démantelé sous la pression du néolibéralisme et dans une certaine mesure, l'OMC.
Je trouve que oui, absolument, l'agriculture devrait être exclue de l'OMC, mais il faut aussi faire la distinction entre la spéculation et le crédit en tant que tel. Parce que même dans un système socialiste, tu ne peux pas imaginer une coopérative ou même une ferme individuelle sans le crédit, sans offrir une certaine partie de la richesse sociale aux producteurs d'avance. On peut, ce n'est pas nécessairement l'argent, on peut, par exemple, avoir une entité qui donne des acomptes de semences, d'engrais ou d'autres ressources non monétaires. On peut démonétiser dans une certaine mesure l'agriculture au lieu de, sans aller jusqu'à la démarchandisation. Je ne peux pas présenter tellement d'exemples là-dessus parce que je sais que nous allons devoir clore, mais je suis très en faveur de la possibilité d'avoir une discussion sur l'autonomisation, la responsabilisation des agriculteurs, des producteurs, non pas de façon passive, mais de les intégrer à la discussion. Et c'est pour cela que je suis reconnaissant envers la Via Campesina qui intègre les producteurs à la discussion. Tout le travail de Tricontinental vise à amplifier et à élaborer le travail que nous avons appris des producteurs. Encore là, remerciements à la Via Campesina d'avoir fait ce travail théorique en amont. Merci, Vijay. Nous allons donc bientôt clore. Le dialogue a été très enrichissant. On apprécie beaucoup que tu aies été des nôtres ce soir. Ce n'est qu'un début. Comme John disait, nous allons créer une école régionale de l'agroécologie et je pense que tu seras déjà professeur honoraire de cette école. La Via Campesina va tenir un dialogue ouvert ce dimanche sur les défis et les perspectives de la formation agroécologique et politique dans la région. C'est un dialogue entre l'Union paysanne du Québec et l'Association des travailleurs agricoles de la Floride. Ça, c'est dans quelques jours. Je sais qu'on va utiliser ce webinaire pour inspirer cette autre discussion. Tout le monde est invité à s'y joindre. Je ne pense pas qu'on ait encore un lien d'inscription, mais on va vous envoyer les détails au fur et à mesure, incessamment. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté, Vijay, Monica, John, Freddy, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et donc, on va terminer avec le slogan « Mondialisons la lutte, mondialisons l'espoir ». Merci. Merci.